Bonjour à tous, c'est Hugo de Garçon Interview. Je vous rappelle que vous allez regarder maintenant une vidéo inédite de Garçon Interview réalisée dans les saisons précédentes de l'émission avant de retrouver aux alentours de mi-septembre, début octobre, la saison 5 inédite de Garçon Interview. Bon visionnage. Je ne me suis pas engagé pour une place, je me suis engagé pour des convictions. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Je n'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. On est ce soir pour la dédicace de votre livre. Oui. Alors tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre? Dès le début du mouvement des Gilets jaunes, j'ai voulu prendre des notes par rapport à cet événement incroyable que sont l'histoire des Gilets jaunes. Et puis au début, c'était plus comme un journal, si vous voulez, pour que je garde en mémoire et par écrit tous les événements que les Français pouvaient vivre, puisque moi, je pouvais vivre. Et puis au fil des semaines, je me suis dit, il sera peut-être aussi temps, parce que les Français ont besoin de transparence et ont besoin de savoir, de leur expliquer comment les Gilets jaunes ont pu vivre de l'intérieur, quelles ont été les pressions que l'on a pu vivre, quelles étaient nos relations avec les médias. Et puis au-delà de cela, c'était aussi un témoignage pour exprimer le fait qu'au-delà de la contestation de la rue, il fallait passer des ronds-points aux urnes. D'accord. Il y a les éditions du Net ont reçu ça dans le premier livre d'un Gilet jaune. Selon vous, qui aura d'autres Gilets jaunes qui vont évoluer aussi à la fin des livres? Je l'espère, puisque le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui est tellement pluriel, tellement protéiforme, que je pense que chaque Gilet jaune a son histoire à raconter. L'idée, c'était vraiment de mettre un témoignage et de mettre aussi en valeur au sein de ce livre de nombreuses personnes qui ont marqué l'esprit des Français durant ces derniers mois. Je pense à Ingrid Levavasseur, je pense à Jacqueline Moureau, je pense à Éric Drouet ce soir, mais je pense aussi à des anonymes dont j'ai parlé à l'intérieur. Et c'est eux surtout qui sont pour moi les stars des Gilets jaunes. Ce sont cette grande marée jaune d'anonymes. Justement, demain, il y a un nouvel acte des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous attendez de ces manifestations, de cette manifestation en particulier, après le discours d'Emmanuel Macron d'hier? Au-delà des manifestations qui vont se dérouler dans les grandes métropoles, qui malheureusement risquent d'être entachées par des casseurs, le mouvement des Gilets jaunes va encore servir de cheval de Troie à des anti-républicains, à ceux qui viennent cracher sur la République. Moi, je pense certainement que demain, dans tous les départements ruraux, dans tous les départements de France, sur des ronds-points, de façon pacifique, les Français vont redescendre dans la rue. Les retraités vont redescendre dans la rue parce que toutes les pensions de retraite ne seront pas réindexées. Les handicapés, les invalides vont redescendre dans la rue parce que, pour le coup, leurs pensions, eux, ne sont pas réindexées. Et je pense à tous ces salariés pauvres et à tous les gens qui veulent vivre dignement de leur travail, qui n'obtiennent toujours pas satisfaction. Donc, des mouvements pacifiques vont évidemment continuer dans la rue, mais surtout, c'est au-delà de passer des heures et des heures sur un rond-point, je pense qu'il faudra véritablement mettre un coup d'arrêt à Emmanuel Macron en mettant un bulletin le 26 mai dans l'urne. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui l'objectif que je m'attache et que je m'assigne au quotidien. Et on est quasiment à 5 mois, à plus de 5 mois de manifestation. Beaucoup de personnes se demandent la question de l'issue des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter dans les mois prochains ou est-ce que ça pourrait continuer jusqu'à 2022 par exemple? J'espère que ça continuera pas jusqu'au 2022 et j'espère que cet électrochoc, ce réveil des consciences qui a démarré le 17 novembre va s'arrêter quand le président de la République aura véritablement entendu, puisque hier, clairement, il nous a fait comprendre que pour le coup, lui, il n'avait rien appris et rien compris. Il répond à la crise sociale, à un problème de pouvoir d'achat par « je vais supprimer l'ENA ». Mais c'est de la mascarade. Donc clairement, le mouvement va avoir des difficultés à s'arrêter, mais il ne s'arrêtera que lorsque le président de la République l'aura décidé, ou alors lorsque les citoyens auront mis une claque électorale au président de la République. Vous pensez que ça joue dans les urnes, le changement sera dans les urnes? C'est la seule manière qui sera irréprochable, irréfutable, qui ne pourra être entachée de violence, qui ne pourra pas faire l'usage de manipulation politique par le président de la République et de sa majorité. Le bulletin de vote est l'arme la plus irréprochable et la plus propre, et j'ai envie de dire la plus violente que l'on puisse utiliser contre le président de la République. Ça explique justement votre titre, prenez la parole, votez. Bien sûr, les citoyens, les Gilets jaunes se sont exprimés
ont pris la parole dans la rue. J'ai rencontré des gilets jaunes qui me disaient, vous savez Benjamin, pourquoi on a mis un gilet jaune? Parce qu'on se sent des sous-citoyens. Vous imaginez ce que ça veut dire? Se prendre pour des sous-citoyens. Donc c'est pour ça que je leur ai tous dit à chaque fois que je les ai rencontrés, non, prenez la parole, exprimez-vous, chaque citoyen a droit à la parole, qu'il soit président de la République ou cantonnier ou salarié d'un groupe d'assurance ou profession libérale, autre, chacun a le même droit à la parole et l'égalité la plus parfaite, c'est lorsqu'on est dans l'isoloir avec une carte d'électeur, on a autant de valeur qu'un autre. Donc on a pris la parole, continuons à prendre la parole, mais allons voter. Il n'y aura probablement pas de liste gilets jaunes à ces européennes. Comment vous réagissez à ça? Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la simple et bonne raison que ça aurait été le mariage de la carpe et du lapin. Le mouvement des Gilets jaunes est tellement divers, tellement éparse en termes de sensibilité politique. On fait de la politique, on a fait le même constat, mais on n'a pas forcément les mêmes solutions. Et la question européenne est extrêmement clivante. La question migratoire, la question de la place de la France dans l'Europe sont des sujets qui sont tellement clivants, encore une fois, qu'on ne peut pas y associer tous les Gilets jaunes sur une liste. Ça serait entre guillemets faire un hold-up sur le mouvement social. Je n'ai aucune prétention de représenter tous les gilets jaunes. Je suis un gilet jaune parmi d'autres. J'ai mes convictions gaullistes et j'ai décidé de m'engager avec Nicolas Dupont-Aignan puisqu'il revendique énormément de points que les gilets jaunes défendent, d'une part, et qu'il est de mes convictions politiques. Maintenant, encore une fois, en étant sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan, aucune intention, ni de sa part, ni de la mienne, de prétendre que nous sommes la liste gilets jaunes. D'accord. Justement, par rapport à ces petites listes, parce que ça aurait été une petite liste, même dans les sondages, Nicolas Dupont-Aignan est assez en difficulté pour atteindre ne serait-ce que les 5%. Il y a beaucoup de petites listes comme le mouvement résistant de Jean Lassalle, le parti Volte-France, qui ont été obligés d'arrêter leur campagne pour des raisons financières. Comment vous réagissez à cela et comment résoudre ce problème démocratique? Alors il y a plusieurs questions. La première, c'est celle des sondages. Moi, les sondages, vous savez, quand ils sont faits sur 1000 personnes, qu'il n'y a que 500 personnes qui s'expriment avec des marges d'erreur de 3%, quand je vois que Debout la France est à 5%, eh ben, potentiellement, nous sommes à 8. Et là, nous sommes en train de faire... Et dans ces cas-là, M. Asselineau est à -3. D'accord. Donc tout est relatif. Mais soyons bien clairs, il y a énormément de médias qui sont en train de faire de la pub pour François-Xavier Bellamy, mais François-Xavier Bellamy et les Républicains pratiquent la culture du mensonge. Ils proposent des choses dans leur programme électoral, et quand on regarde bien les votes qui ont été faits au Parlement européen par les députés républicains, c'est à l'antithèse de ce qu'ils proposent. Donc moi j'invite tous les gens de sensibilité de droite, et notamment les gaullistes qui se sont perdus chez les Républicains, à venir nous rencontrer et venir nous rejoindre, tout simplement. Donc les sondages, on les fera démentir. Concernant Jean Lassalle, que j'ai côtoyé par téléphone longuement et encore la semaine dernière, je suis vraiment déçu qu'il ne puisse pas aller plus loin parce qu'il y a un problème de financement des campagnes électorales et de nombreuses banques refusent tout simplement de prêter aux partis politiques. On ne prête que riches dans ce pays. On ne prête que riches pour l'artisan qui veut s'acheter une camionnette, on ne va pas lui prêter. Ça va être difficile. En revanche, on va prêter à Bouygues ou à Vinci pour acheter un morceau d'autoroute. De la même manière, on va prêter facilement à La République En Marche, mais lorsqu'on s'appelle Debout la France, qu'on a des véritables convictions, eh bien on a des refus bancaires. Rassurez-vous, le financement de Debout la France est parfaitement assumé. Les troupes sont en ordre de marche et il y a des centaines et des centaines de gilets jaunes qui sont en train de nous rejoindre et des centaines de citoyens qui nous rejoignent. Imaginons le 25 mai, vous n'êtes pas élu, vous à votre poste, à votre position de deuxième de liste. Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous serez toujours engagé dans Debout la France ou est-ce que vous quitterez la vie politique? La première chose, c'est qu'en étant 9e de position, je peux vous dire que je serai élu au Parlement européen. Et quoi qu'il en soit, je ne me suis pas engagé pour une place, je me suis engagé pour des convictions. Et bien évidemment, et c'est ce que je note régulièrement dans ce livre, Prenez la parole, votez, auprès de toutes les personnes qui m'ont fait l'honneur de venir ce soir, eh bien je leur dis que le combat commence aujourd'hui. Et rassurez-vous, vous ne risquez pas de m'oublier. D'accord. Encore une petite question concernant Notre-Dame. La flèche qui s'effondre, est-ce que pour vous, c'est une reconstruction à l'identique ou une nouvelle flèche? Alors pour moi, il faut absolument une reconstruction à l'identique. Il ne faudrait pas que le président de la République transforme Notre-Dame de Paris en parc d'attractions ou en délire architectural. François Mitterrand a voulu mettre une pyramide du Louvre. Il faut absolument qu'Emmanuel Macron se trouve un autre hobby architectural et culturel, mais qui ne touche pas à Notre-Dame de Paris. Pourtant, la flèche de Viollet-le-Duc, c'était pas la flèche originale, c'est déjà une reconstruction. Bien sûr, mais dans l'histoire de Notre-Dame racontée par Victor Hugo, dans toute cette histoire de Notre-Dame de Paris qui est connue aujourd'hui par des centaines de millions de personnes au monde, c'est bel et bien la flèche de Viollet-le-Duc qui incarne Notre-Dame de Paris, qui incarne la ville de Paris.
Donc ne touchons pas à l'âme de Paris, ne touchons pas à un symbole de notre histoire française, de nos racines chrétiennes. Donc il est important qu'il soit remis à l'identique. Merci à vous.